Vous regardez Croissance Verte sur la panafricaine Medi 1 et merci de nous rester fidèles. La conférence des parties à la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques qui s'est déroulée à Dubaï du 30 novembre au 12 décembre 2023 a réuni 197 États et l'Union européenne dans le but de dresser le bilan des actions entreprises depuis l'accord de Paris en 2015. Au cœur de débat, la COP28 devait définir les prochaines étapes pour réduire les émissions d'ici à 2030 avec des enjeux majeurs liés aux énergies fossiles, aux énergies renouvelables et au financement des ambitions climatiques. Le point sur cette rencontre dans un instant à travers notre reportage. Et pour revenir sur les moments forts de cet important événement, nous sommes avec Monsieur Mamadou Touré, spécialiste en changement climatique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup Toba. Donc c'est avec plaisir que je réponds à votre invitation pour parler des conclusions de la COP28 de Dubaï, à laquelle nous avons participé et pour laquelle nous serons enchantés quand même de commenter avec vous les conclusions. Et nous y reviendrons juste après notre reportage. Il est signé Eva Sagna et Moussa Ndir. Du 30 novembre au 12 décembre 2023 s'est tenue à Dubaï la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, COP28. Pendant 2 semaines, 197 États et l'Union européenne ont eu comme mission de rédiger le bilan des efforts réalisés depuis l'accord de Paris, conclu en 2015. Cet accord engage les pays à contenir le réchauffement climatique nettement en dessous de 2 degrés et à poursuivre l'action menée pour limiter la hausse à 1,5 degré. Si aujourd'hui les pays acceptent, parce qu'aujourd'hui il y a l'OPEP qui réunit des pays qui produisent du pétrole, qui ont des lobbyeurs, ils sont très nombreux, ils vont dans les COP, ils essaient de ralentir certaines décisions qui vont à l'encontre de leurs intérêts. Donc c'est une bataille qui est là et qui est loin d'être gagnée à mon avis. Mais je pense que c'est l'intérêt de la COP chaque année que les gens se réunissent, qu'ils puissent évaluer les avancées qu'il y a et un peu les nouvelles mesures à prendre. Et chaque année de revenir pour voir qui a fait quoi, et qui a fait comment, qui doit faire plus d'efforts pour que peut-être à la fin qu'on puisse sauver cette planète-là. Les intérêts sont divergents. Vous avez plusieurs groupes de négociations à la COP. Vous avez les Américains, les Européens, les Africains, qui, en fonction de leurs intérêts, forment des groupes pour défendre justement leur position. C'est le cas sur les énergies fossiles. On a vu que le Sénégal, avec les pays de l'OPEP par exemple, ont ligué leurs forces pour faire face à la pression des autres pays sur la question des énergies fossiles. Parce que pour le Sénégal, il est hors de question de sortir immédiatement des énergies fossiles. La COP doit fixer la prochaine étape pour réduire les émissions d'ici à 2030. Pour ce faire, il faut que les acteurs se mettent d'accord sur un texte, un enjeu qui n'est pas gagné facilement. 3 points de discorde ont animé cette COP. Le premier enjeu est mis sur la table par certains États et ONG. Il s'agit du rôle futur des énergies fossiles. Après plusieurs jours de débat, l'accord conclu n'appelle plus à une sortie rapide des énergies fossiles, mais à une transition vers une neutralité carbone en 2050. Une décision historique, semble-t-il. Il y a l'accord global d'abord, parce que c'est ça qu'on retient finalement à l'issue de la COP28, l'accord qui a été dévoilé le 13. Pourquoi le 13? Pourtant, la COP aurait dû se terminer le 12, mais il y avait d'intenses négociations entre les pays qui voulaient vraiment une sortie rapide, immédiate des énergies fossiles, et d'autres qui jugeaient qu'il faut plus ou moins donner du temps aux pays qui viennent tout juste de découvrir le pétrole et le gaz, et le Sénégal fait partie de ces pays-là. Une thématique, faut le dire, qui a dominé les autres lors de ce rendez-vous international. Et on peut même parler de bras de fer, parce que dans les coulisses, les négociations étaient intenses. Ensuite, il y a la question des pertes et dommages dès le départ, qui a été réglée avec l'annonce de mobilisation des fonds pour appuyer les pays vulnérables face au changement climatique.
Le deuxième enjeu est le développement des énergies renouvelables. L'Union européenne, les États-Unis et les Émirats proposent de fixer un objectif visant à tripler les capacités en matière d'énergie renouvelable. Le troisième sujet épineux est le financement des ambitions climatiques. Dans le même temps, les financements de l'adaptation et les investissements dans la résilience face au changement climatique doivent faire un bond en avant. Il y a la question des pertes et dommages, ça par exemple c'est pas mal, mais ça c'est surtout pour aider les pays à faire face au changement climatique. Mais il y a les fonds verts par exemple qui a eu à bénéficier, à être renforcé de la part des États lors de cette COP avec des sources de financement qui ont été annoncées par les bailleurs qui se sont engagés. Mais encore une fois, ce ne sont que des intentions de financement, et y compris même pour les pertes et dommages. Les 700 millions de dollars ne sont pas encore disponibles, mais ce sont, disons, des intentions de financement qui ont été annoncées de la part des bailleurs, notamment occidentaux. Mais le renforcement, par exemple, le groupe Afrique a beaucoup insisté sur les financements, la diversification, l'apport de ces sources de financement-là face dans le combat contre le changement climatique. Et on a vu qu'effectivement, ils ont pu avoir gain de cause sur certains aspects liés au financement climatique, tels que le Fonds vert pour le climat, qui a vraiment été renforcé lors de cette COP28. Au cours des 2 semaines à Dubaï, il a également été question des fonds appelés pertes et dommages, créés par la COP précédente. Moi, je garde espoir. Je garde espoir parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a une volonté affichée par certains pays quand même qui ont déjà promis de mettre de l'argent sur la table pour aider les autres pays à sortir un peu de ces problèmes-là, à faire face à ces problèmes que nous vivons quotidiennement. On a vu aujourd'hui la perturbation, par exemple, de l'hivernage. On ne sait plus quand est-ce que ça commence, quand est-ce que ça se termine. Donc ça, c'est un problème pour un pays qui dépend de l'agriculture, par exemple. Ça pose beaucoup de problèmes. Donc pour moi, aujourd'hui, il y a des motifs de satisfaction, d'espoir, même si au fond, je pense qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Et c'est d'ailleurs le rôle de la société civile qui doit peut-être continuer à faire du bruit pour pousser ces pays-là. Et ils le font très bien. À chaque COP, la société civile vient, elle organise une grande marche où tout le monde vient dire ce qui ne va pas et pousser les gouvernants à aller vers l'action, parce que c'est l'essentiel. Les gens, c'est bien de se réunir, de se parler et de rentrer, mais est-ce qu'après il y a une action concrète sur le terrain? Afin de prendre la mesure des progrès observés à cette occasion, Focus 2030 a recensé les annonces et évolutions majeures dévoilées lors de la COP28, que ce soit en matière de climat, mais également de financement des ambitions climatiques et du développement humain, d'égalité, femmes et hommes et de santé mondiale. Par exemple, dans tous les pays africains, on a les mêmes problématiques. Et les femmes mènent les mêmes combats, donc on s'est dit comment concilier nos forces pour pouvoir avancer ensemble. Donc nous, notre participation là-bas, également les projets que nous avons soulevés, c'est axé sur le genre et le climat. Comment aider nos femmes au Sénégal aujourd'hui à avoir des économies, mais à diminuer leur impact carrément sur l'environnement. Donc on remarque qu'il y a beaucoup de femmes, par exemple dans les zones rurales, qui exploitent les ressources naturelles ou bien qui transforment des produits agricoles, halieutiques. Mais en voulant avoir de l'énergie, ils coupent des bois pour chauffer le charbon. Voilà, quand même, ils ont de l'énergie, mais ils polluent, ils ont un impact sur l'environnement. La future crédibilité des COP et la représentativité de la presse africaine à ces rendez-vous mondiaux sur le climat, une interpellation de ces journalistes spécialistes de l'environnement. Les Africains n'ont pas très souvent là où parler de leurs problèmes, et ça, ce sont les médias africains qui doivent prendre en charge, et malheureusement, on est très peu représentés dans les COP. Beaucoup de gens se demandent quand même pourquoi la pertinence des COP, parce que voilà, ça stagne quand même si ça avance à petits pas. Effectivement, il y a lieu de se poser sur l'applicabilité ou bien la mise en œuvre des accords qu'on signe lors des initiatives liées dans les COP28. Par exemple, lorsque le Sénégal s'est engagé à renforcer l'éducation environnementale à travers la déclaration de Dubaï, il y a des acteurs
qui travaillent sur ces questions-là, qui ont dit oui, c'est bien, on applaudit. Le Sénégal a décidé de signer la déclaration, mais il faut aller au-delà. Et comment aller au-delà? Concrétiser l'enseignement environnemental au Sénégal et dans le cursus scolaire. Parce que ce n'est pas encore, disons, il n'y a pas encore du concret quand on parle d'éducation environnementale au Sénégal. Il y a eu des initiatives. Le ministre en question, lors de son passage du vote du budget du ministère, a insisté là-dessus en disant que le Sénégal allait faire des efforts, mais ce n'est pas encore du concret. Aujourd'hui, ce qu'il réclame, c'est qu'on enseigne aux élèves sénégalais. Quand on parle de changement climatique, c'est quoi? Quand on dit réchauffement climatique, c'est quoi? Quand on dit salinisation des terres, tout ça, ce sont des thématiques, à mon avis, y compris les questions terre-à-terre basiques telles que le recyclage. Pourquoi pas l'enseigner dans nos écoles? Je pense que c'est comme ça qu'on va arriver à changer, disons, la tendance dans cette lutte contre le réchauffement climatique. La COP28 réunit des dirigeants de gouvernements, d'entreprises, d'ONG et de la société civile pour rechercher des solutions concrètes aux problèmes déterminants de notre époque relatifs au climat. Elle se tient à un moment où les températures de la planète atteignent des niveaux records et des phénomènes météorologiques extrêmes perturbant la vie des populations aux quatre coins du monde. De retour sur le plateau de Croissance Verte avec M. Mamadou Touré, spécialiste en changement climatique. Monsieur Touré, d'abord, quelle est la décision historique concernant le rôle des énergies fossiles prise lors de la COP28 et quelles sont ses implications? La décision historique dont on parle, c'est le fait que les États du monde soient tombés d'accord pour dire qu'il faudrait qu'on arrête les énergies fossiles. Mais il faudrait qu'on arrête, mais de façon progressive. Je disais à un ami que la forme ANG en anglais, c'est une forme progressive. Donc c'est sûr que pour sauver notre planète, il nous faudrait qu'on arrête les énergies fossiles, mais que ça se fera de façon progressive, notamment, et c'est ce que le GIEC aussi avait, le groupe intergouvernemental, les experts du climat avaient aussi dit, que l'on puisse déjà réduire les émissions des énergies fossiles de 60%. Donc ensuite amener le mix énergétique, et je pense que puisque les États sont tombés d'accord, et le reportage l'a montré, c'était le dernier jour, bien le jour d'après que cet accord-là est tombé. Parce que jusqu'au dernier jour, nous on était encore sceptiques pour dire qu'on ne va pas être d'accord. Mais heureusement que cet accord est tombé le 13e jour. Donc, de la COP. Comment la question de la neutralité carbone d'ici à 2050 a-t-elle évolué au cours des débats? Oui, donc au cours des débats, on a le groupe des négociateurs africains qui était là à pousser pour que les États puissent un peu renforcer leurs engagements. Aujourd'hui, au niveau international, tous les États ont élaboré des CDN, contributions déterminées nationales, qui dit nous, on va réduire nos émissions de tant de pourcents par rapport à ce qu'on faisait avant. Mais ces ambitions ne sont pas assez concrètes parce que derrière, les gens continuent toujours sur les énergies fossiles. Donc globalement, le débat tournait autour de cette responsabilité-là. Aujourd'hui, nous avons tous constaté que les impacts du changement climatique sont là. On a parlé de typhons, de tornades, on a parlé de vagues de chaleur et tout. Mais il y a un responsable. Mais on est arrivé à faire en sorte que les responsables soient d'accord que c'est eux les responsables, mais qu'on doit aussi travailler de façon collective, dans une solidarité internationale, pour un peu réduire les émissions de gaz à effet de serre et sauver cette planète-là. Monsieur Touré, en quoi le financement des ambitions climatiques a été un sujet épineux à la COP28 et quelles avancées ont été réalisées à ce sujet? Oui. La question du financement, j'y reviens souvent, parce que ayant constaté, bien ayant été d'accord que ce sont eux les responsables, ils ont dit on va mettre en place un fonds, le Fonds vert pour le climat, qui va servir à appuyer les États qui sont impactés par le changement climatique à pouvoir faire face aux problèmes. Mais ce fonds, c'était 100 milliards de dollars.
par année, les gens se sont engagés. On est resté 6 ans depuis Paris jusqu'à maintenant. Depuis son entrée en vigueur, le fonds n'a pas pu mobiliser plus de 89 milliards de dollars. Donc on est pratiquement à moins de 3 ou 4% de ce fonds-là. Donc globalement, ils prennent des engagements, mais dans la réalité, ces engagements ne sont pas concrets. Et si bien que les négociations étaient là, vous avez des fonds qu'on a mis en place, notamment le fonds vert climat, notamment le fonds d'adaptation et dernièrement le fonds sur les pertes et dommages. Justement, parlons-en. Quels sont les enjeux autour des fonds appelés pertes et dommages et quelles décisions ont été prises à ce sujet lors de ces rencontres? Très bien, merci beaucoup. Par rapport à ce fonds sur les pertes et dommages, moi je les ai personnellement suivis dans la mesure où on s'était dit les deux piliers du changement climatique, l'adaptation et l'atténuation, les causes pour l'atténuation et les conséquences pour l'adaptation. Mais la question, c'est quand on ne parvient plus à s'adapter, c'est là où on commence à avoir des dommages et à avoir des pertes. Donc les dommages, on peut encore réparer, mais quand on arrive aux pertes, c'est fini. Et je donne l'exemple de ce paysan riziculteur de la Casamance qui, du fait de la salinisation de ses terres, abandonne carrément cette culture-là. Donc, et ça, c'est une vraie perte. Maintenant, cette perte-là, causée par les changements climatiques, il fallait un fonds pour un peu atténuer ces pertes-là et permettre à ces gens qui sont impactés par le changement climatique de pouvoir y faire face. Donc les gens ont commencé à travailler à partir de bien avant même Égypte, la COP de Sharm el-Sheikh, si bien que quand on arrivait à Dubaï, le texte était déjà prêt. Et je pense que ça a donné beaucoup d'entrain parce que au premier jour de la COP, on a dit oui, on est tous d'accord qu'il nous faut un fonds sur les pertes et dommages. Même si aujourd'hui, on ne sait pas par quel mécanisme on pourrait y arriver, mais au moins c'est une grande victoire pour nous pays africains qui sont impactés par les changements climatiques que ce fonds sur les pertes et dommages soit adopté. Qu'en est-il de la prise en compte des phénomènes météorologiques extrêmes dans les délibérations de la COP28? Oui, donc pour ces phénomènes extrêmes, il faut des situations d'urgence. Donc, comme en cas de situation d'urgence, on ne peut pas aller suivre tout un processus pour y arriver. Si bien que dans les réflexions, on se dit en cas de situation extrême, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Et là, j'ai parlé tout à l'heure de ces questions de solidarité. Il y a au niveau des Nations Unies d'autres structures, notamment le Fonds sur les risques de catastrophe, qui est là pour donner des réponses rapides, des réponses efficaces en cas de catastrophe extrême liée au climat. En quoi la société civile a-t-elle été impliquée dans la recherche de solutions aux problèmes climatiques? Oui, la question de la société civile. J'étais à la COP en tant que société civile, représentant une ONG, et là, on négocie en même temps que les États, on les pousse, on appuie, si bien que le rôle de la société civile est super important au niveau de cette COP-là. Ça aurait pu être juste une affaire des partis, les partis-États. Mais là, les États y vont avec, nous on avait des badges de overflow, c'est-à-dire qu'on vient accompagner l'État à mieux défendre ses intérêts. Donc et là, la société civile était là dans les salles de négociation, mais la société civile était là aussi dans les couloirs pour porter le combat, je peux dire, des sans-voix. Ces communautés qui sont impactées par le changement climatique et qui peut-être ne peuvent pas aller à la COP pour réclamer, pour dire à la communauté internationale, écoutez, nous, les changements climatiques sont en train vraiment d'impacter nos vies négativement. Donc la société civile était là, on a rencontré pas mal d'organisations de la société civile qui se battaient pour les aires de patrimoine communautaire, qui se battaient pour les peuples indigènes, qui se battaient pour les paysans africains, l'éleveur du Niger. Et donc ça, je pense que c'est peut-être la plus-value, ou bien le must quand même de ces négociations qui ne concernent pas que simplement les États. Monsieur Touré, maintenant, quels sont les défis majeurs auxquels les pays doivent faire face pour atteindre les objectifs climatiques établis lors de la conférence? Oui, donc les États sont en train de se lier en fonction des aires géographiques. Aujourd'hui, on a compris que pour l'Afrique, y aller en ordre dispersé ne nous arrangerait pas. C'est pourquoi il y a le groupe des négociateurs africains qui se mettent ensemble,
qui font des formations, qui négocient et qui parlent le même langage. Et là, ils sont mieux entendus. Autre exemple, on a le groupe africain, mais la Chine vient s'ajouter à ces 77-là, donc, et ça renforce quand même nos positions, si bien qu'il y a cette question de géopolitique mondiale qui joue un rôle, bien qui est très impactant sur les questions de négociation climatique, et les États l'ont compris, et rares maintenant sont les États peut-être qui vont seuls ou bien qui parlent juste pour eux-mêmes, mais on parle en continent, on parle en région. Et quel regard portez-vous sur la position commune des pays africains à l'occasion de cette COP28? Oui, donc c'est une position que moi j'ai personnellement appréciée. Dans la mesure où il y a 2 ans, quand on parlait encore d'avoir trouvé du pétrole au Sénégal, d'exploiter le pétrole au Sénégal, et que derrière la communauté internationale disait on ne veut plus subventionner les énergies fossiles, j'ai dit il y a une question de justice climatique. Il faut qu'on pose cette question-là. Ceux-là qui ont utilisé les énergies fossiles jusqu'à arriver à ce niveau-là, il ne faudrait pas qu'ils nous privent aussi de cette énergie dont nous avons besoin pour nous développer. Et aujourd'hui, bien qu'on ait du pétrole qu'on va bientôt exploiter, le Sénégal est très engagé sur les énergies renouvelables. On est à 30 voire 40% de mix énergétique au Sénégal et cela a du sens. Certains pays qui disent oui, on n'exploite pas le pétrole, on arrête et tout. Le Sénégal est en avance sur eux parce qu'au moins nous, dans toute notre énergie, on a 30 à 40% qui soit de l'énergie renouvelable. Alors selon vous, quels sont aujourd'hui les défis à relever pour réussir la transition des énergies fossiles, particulièrement au Sénégal? Les avancées ont été faites, vous venez de le dire précédemment, mais surtout sur le continent africain. Sur le continent, le défi est encore financier. Le défi est financier dans la mesure où, si on regarde le taux d'accès de ces pays africains aux fonds existants pour le changement climatique, il est très très faible. Je prends à témoin la République du Togo, qui, depuis l'instauration du Fonds vert climat, peut-être n'a pas réussi à lui seul à aller chercher ces fonds-là. Pourquoi? Il faut les capacités, des capacités humaines, des ressources humaines, des capacités techniques pour permettre à ces pays-là d'aller mobiliser les fonds pour faire face au changement climatique. Donc un défi de renforcement de capacité. L'autre défi aussi, c'est le défi du financement. Aujourd'hui, la question qui se pose, c'est comment financer notre lutte contre les effets du changement climatique. Et à ce niveau, je le dis et je le répète, il nous faudrait qu'on pense à des financements endogènes. Des financements endogènes partant du fait que le Sénégal devrait pouvoir avoir son fonds national climat. Et peut-être d'autres pays africains. Je pense que le Mali l'a réussi. Aujourd'hui, nous devrions aussi aller vers un fonds national climat qui permettrait déjà de pouvoir financer des projets locaux avec un financement endogène et ne pas surtout attendre donc, des fonds qui sont encore... on dit fonds vert et certains me disent que est-ce que on a le fonds vert, mais peut-être on n'a pas le feu vert. Monsieur Touré, comment des projets comme le BRT au Sénégal contribuent-ils aux objectifs du pays en ce qui concerne la préservation de l'environnement? Oui, pour le BRT, j'en parle avec fierté. Avec fierté parce que c'est un système de transport 100% durable. Quand on utilise dans un pays comme le Sénégal, un système de transport 100% électrique, je pense que c'est une avancée notable. Certains pays sont loin devant nous dans le classement IDH ou PIB, mais nous sommes devant eux dans ce système de transport électrique. Maintenant, l'intérêt de ce système-là, c'est que si on voulait faire un BRT classique, peut-être qu'on le ferait avec l'argent de la dette, on le ferait avec l'argent de nos propres. Mais là, le fait de faire de ce BRT un moyen de transport propre a permis que le Fonds vert climat puisse y apporter à la fois des subventions, mais aussi des prêts. Et ça, c'est une innovation qu'il faudrait retenir. Le BRT, c'est OK. Et aujourd'hui, comment mieux intégrer l'énergie issue du solaire dans les usages quotidiens au Sénégal? C'est ça. Donc cela commence parce qu'il faut le dire, le Sénégal, c'est un pays où le solaire est implanté depuis plus de 40 ans. À titre d'exemple, je viens d'un village qui avait en 1989 une mini-centrale solaire pour environ 500 ménages.
Aujourd'hui, ça c'était en 89, on est en 2024, cela devrait avoir fait tache d'huile. Donc à un certain moment aussi, il y a eu des soucis par rapport à la qualité même des produits solaires, si bien que les gens s'étaient découragés. Mais de plus en plus, on se bat pour que l'on adopte les énergies renouvelables. Je veux juste parler par exemple de ce studio qui aurait pu être climatisé avec des climatiseurs solaires par exemple. Et ça, c'est des exemples qu'il faut aussi bien dans les maisons, dans les services, dans les bâtiments publics. La ville de Dakar aujourd'hui travaille sur ça pour que les bâtiments publics puissent aller vers l'énergie solaire, diminuant ainsi les factures énergétiques, mais aussi participant à l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre. Merci M. Mamadou Touré. Nous rappelons que vous êtes spécialiste en changement climatique. Merci beaucoup. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Excellente suite des programmes sur Média 1.